Un coup de tonnerre a retenti, déchirant le voile hypocrite de la justice. Dans la salle d'audience du tribunal de Marseille, l'air était saturé de tension. Le 7 juin 2025, un coup retentissant a brisé le silence sacré. Victor Leclerc, policier blanc respecté mais craint, a giflé avec une violence inouïe la juge fédérale noire, Élodine Sondé. Ce geste, chargé de mépris raciste, a fait trembler les murs du palais de justice, déclenchant une tempête de rage dans la foule présente. Élodie, femme d'une élégance imposante, venue d'une famille d'immigrés sénégalais ayant gravi les échelons par sa détermination, représentait tout ce que Victor, imbu de son pouvoir, méprisait en secret. Pensant qu'elle n'était qu'une intruse dans ce lieu de prestige, il a laissé éclater sa fureur, son visage crispé par une arrogance nourrie par 15 ans d'impunité. La gifle, captée par des caméras de surveillance piratées par un employé révolté, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, exposant au grand jour les injustices raciales gangrenant Marseille. Ce n'était pas seulement un affront personnel, mais une insulte à toute une communauté, un cri de guerre contre l'oppression. Chaque spectateur dans la salle, des avocats aux accusés, a ressenti une colère viscérale, un feu prêt à consumer le système corrompu qui protégeait Victor. Cet instant marque le début de la chute d'un empire bâti sur la peur et la discrimination, mais aussi l'éveil d'une révolution portée par une femme dont la dignité allait tout changer. Serez-vous des nôtres pour réclamer justice? Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous êtes prêt à vibrer d'indignation et à découvrir une vérité choquante, tapez 1 dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous aidera à continuer. Restez jusqu'à la fin pour une révélation qui vous laissera sans voix. La salle d'audience de Marseille, encore frémissante du choc de la gifle infligée par Victor Leclerc à la juge fédérale Élodine Sondé, semblait suspendue dans un silence oppressant. Mais ce n'était que le prélude à une tempête bien plus dévastatrice. Victor, cet officier de police blanc au regard glacial, n'avait pas agi par simple méprise. Son geste, un éclat de violence brute, était l'aboutissement d'une haine raciale profondément enracinée, nourrie par des années de pouvoir absolu et d'impunité. Élodie, avec son port altier et son élégance naturelle, incarnait tout ce que Victor méprisait en secret. Une femme noire, issue d'une famille sénégalaise modeste, qui avait osé s'élever jusqu'au sommet d'un système qu'il considérait comme son domaine exclusif. Dans son esprit tordu, elle n'était qu'une étrangère, osant fouler le marbre sacré du tribunal de Marseille, un lieu où il paradait, décoré de 3 médailles dorées, symbole d'une carrière bâtie sur l'intimidation et la corruption. Victor Leclerc n'était pas un simple policier. Il était une légende dans les rangs de la police marseillaise, un homme dont le nom inspirait la crainte dans les quartiers populaires, particulièrement dans les cités où vivaient les communautés noires et arabes. Son uniforme impeccablement repassé, son parfum coûteux et son physique imposant, 1,90 m de muscles et d'arrogance, faisèrent de lui une figure quasi mythique. Mais sous cette façade se cachait une vérité sordide. Victor ciblait systématiquement les minorités. À ses yeux, un jeune maghrébin ou un homme noir n'était jamais innocent, toujours suspect. Les habitants de la Castellane, un quartier majoritairement immigré, le surnommaient l'ombre blanche, non pas parce qu'il apparaissait rarement, mais parce que son passage laissait derrière lui un sillage de peur et d'injustice. Une mère en pleurs raconta plus tard à la presse comment Victor avait brisé le poignet de son fils de 15 ans, accusé sans preuve de traîner dans la rue. Une autre famille évoqua une perquisition illégale, où Victor avait détruit leurs meubles en riant, lançant « Retournez d'où vous venez ». Ce jour-là, dans le tribunal, son regard s'était posé sur Élodie avec un mélange de mépris et de défi. Elle discutait calmement avec un avocat, son tailleur bleu, nuit contrastant avec la lumière crue des néons. Pour Victor, cette femme noire, avec ses cheveux naturels tressés et son assurance tranquille, n'avait pas sa place dans cet espace qu'il considérait comme un bastion de l'élite blanche. « Qu'est-ce que vous faites ici » aboya-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet. Élodie, sans ciller, tourna lentement la tête, son regard perçant croisant le sien. Cette absence de peur, cette dignité inébranlable, fit monter en lui une rage incontrôlable. « Vous n'avez rien à faire près du banc des juges » cracha-t-il, son visage rougi par la fureur. Chaque mot était chargé d'un racisme viscéral, un écho des insultes qu'il murmurait dans l'ombre des commissariats, loin des oreilles indiscrètes. L'arrogance de Victor n'était pas née de nulle part. Pendant 15 ans,
Il avait été protégé par un système complice, un réseau de supérieurs et de collègues qui fermèrent les yeux sur ses exactions. Le commandant Pierre Morel, son supérieur direct, avait personnellement étouffé des dizaines de plaintes déposées contre lui, qualifiant Victor de modèle d'efficacité. Une médaille, décernée après une opération controversée dans le quartier de Noailles, était le fruit d'une manipulation. Victor avait planté de la drogue dans les poches d'un jeune d'origine malienne, un étudiant prometteur qui croupissait encore en prison. Ce trophée, qu'il arborait fièrement, était un symbole de son impunité, un rappel que personne n'osait le défier. Mais ce 7 juin 2025, en croisant le regard d'Élodie, il commit l'erreur fatale de sous-estimer une femme dont la force ne résidait pas dans la violence, mais dans une détermination froide et implacable. La tension dans la salle était palpable, comme une cocotte minute prête à exploser. Les avocats, les greffiers, les accusés, tous retenèrent leur souffle, sentant que cet instant marquait un point de non-retour. Victor, inconscient du piège qu'il venait de déclencher, se tenait droit, son sourire narquois masquant à peine son mépris. Mais un détail inattendu ajouta une couche de drame à la scène. Un adolescent, présent dans la salle pour une audience mineure, reconnut Victor. C'était le frère cadet de la victime de Noailles, celui dont la vie avait été brisée par les fausses preuves de Victor. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient de larmes contenues. « C'est lui !» murmura-t-il à son avocat, la voix brisée par la colère. Ce chuchotement, à peine audible, fut le premier domino à tomber, un signal que la vérité, longtemps étouffée, allait enfin éclater. Élodie, malgré la marque rouge qui s'épanouissait sur sa joue, ne broncha pas. Elle ajusta ses lunettes avec une lenteur délibérée, chaque geste chargé d'une autorité silencieuse. « Monsieur Leclerc, dit-elle d'une voix qui coupa le silence comme une lame, vous venez de commettre une grave erreur. » Ces mots, prononcés sans une once de peur, firent vaciller Victor pour la première fois. Une goutte de sueur perla sur son front, trahissant une fissure dans son armure d'arrogance. Il tenta de bafouiller une excuse. « Je pensais que vous étiez… » Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Il comprit, trop tard, qu'il n'avait pas seulement giflé une femme, mais défié une institution, une communauté et une vérité qu'il avait cru pouvoir écraser sous ses bottes cirées. Dans les coulisses du tribunal, un employé subalterne, Lassana Diop, un immigré malien qui avait lui-même été victime des brimades de Victor, avait piraté les caméras de surveillance pour capturer l'incident. Lassana, poussé par une rage silencieuse contre les abus qu'il avait subis, envoya la vidéo à Nour Alami, la jeune procureure. En quelques minutes, l'enregistrement se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, accompagné du hashtag « Justice pour Élodie ». Les commentaires en ligne explosaient. « C'est ça, la France d'aujourd'hui ?» Un flic raciste frappe une juge noire en plein tribunal. La colère du public, alimentée par des décennies de frustration face aux injustices raciales, atteignit un point d'ébullition. À Marseille, les manifestations spontanées commencèrent à se former, des pancartes brandissant le visage d'Élodie, devenu un symbole de résistance. Victor, toujours debout dans la salle, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les murmures de la foule se transformaient en un grondement sourd, comme un orage prêt à éclater. Il tourna la tête, cherchant un soutien parmi les autres officiers présents, mais leurs regards fuyants trahissaient leur malaise. Même le commandant Morel, qui observait depuis le fond de la salle, détourna les yeux, conscient que la machine qu'il avait protégée pendant des années commençait à se gripper. Élodie, elle, quitta la salle avec une démarche mesurée, chaque pas résonnant comme un défi. Elle ne prononça pas un mot de plus, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Elle savait que cette gifle n'était pas seulement une attaque contre elle, mais un affront à tous ceux que Victor avait opprimés. Et elle était déterminée à transformer cette insulte en une arme pour démanteler un système gangrené par le racisme et la corruption. Alors que la juge Élodine Sondé quittait la salle d'audience du tribunal de Marseille, son silence digne contrastait avec le chaos qui éclatait à l'extérieur. La gifle assénée par Victor Leclerc, cet officier de police blanc gorgé d'arrogance raciste, n'était plus seulement un scandale local. Elle devenait une bombe médiatique prête à faire trembler les fondations d'un système corrompu. Dans les rues de Marseille, l'indignation grondait, mais c'était sur les réseaux sociaux que la tempête prenait une ampleur sans précédent. Nour Alami, la jeune procureure d'origine tunisienne, avait reçu la vidéo piratée par Lassana Diop, l'employé révolté du tribunal. D'un clic,
Elle l'avait transmise à un groupe de journalistes indépendants, et en quelques heures, le hashtag Yam Justice pour Elodie dominait les plateformes numériques. Le titre de la vidéo, Policier blanc agresse sauvagement une juge noire, enflamme et les cœurs et les esprits, transformant un acte de violence en un cri de ralliement contre l'oppression raciale qui gangrénait la société française. Noor, âgée de 29 ans, n'était pas une novice dans la lutte contre l'injustice. Fille d'immigrés tunisiens ayant grandi dans le quartier populaire de la Savine, elle avait vu trop de ses amis victimes des abus de la police, trop de plaintes ignorées par un système qui protégeait les puissants. Mais cette fois, c'était différent. La victime n'était pas un adolescent anonyme des cités, mais une juge fédérale, une femme noire dont l'autorité et la dignité incarnaient un défi direct à l'ordre établi. En transférant la vidéo, Noor savait qu'elle prenait un risque énorme. Victor Leclerc n'était pas un simple flic. Il était le protégé du commandant Pierre Morel, un homme influent avec des connexions politiques jusqu'à Paris. Pourtant, la colère qui bouillonnait en elle, nourrie par des années de frustration face à l'impunité, l'emporta. « Il faut que ça s'arrête », murmura-t-elle en appuyant sur « Envoyer », ses mains tremblant d'une rage contenue. En moins de 3 heures, la vidéo atteignit 1 million de vues. Les images, d'une clarté glaçante, montraient en Victor, son visage déformé par la haine, levant la main contre Elodie, dont le regard restait inébranlable même sous l'impact. Les commentaires affluaient, un torrent de colère et de solidarité. C'est ça la police française, protéger les racistes? Elodie, vous êtes notre héroïne. À Marseille, des manifestations spontanées éclatèrent devant le commissariat central. Des pancartes brandissaient le visage d'Elodie, entourées de slogans comme « Assez de l'impunité » et « La justice pour tous ». Dans les quartiers nord, où Victor était craint comme un tyran, des jeunes descendèrent dans les rues, leur voix amplifiée par des haut-parleurs de fortune. Une femme, dont le frère avait été arrêté sans motif par Victor, lança une pierre sur une voiture de police, hurlant « Vous ne nous ferez plus taire !» Au siège de la police marseillaise, le commandant Morel arpentait son bureau, le visage blême. Les téléphones sonnaient sans relâche. Journalistes, élus locaux, activistes, tous exigèrent des explications. « Contenez ça !» ordonna-t-il à son adjoint, la voix rauque. « Dites que Leclerc est suspendu. Parlez d'un incident isolé. Mettez en avant son dossier exemplaire. » Mais Morel savait que la situation échappait à son contrôle. Une chaîne d'information diffusait en boucle la vidéo, accompagnée d'interviews de résidents des quartiers populaires. Un père, les larmes aux yeux, raconta comment Victor avait menacé son fils avec une arme pour un simple contrôle d'identité. « Il m'a dit « T'es rien ici, sale arabe. Mon fils a 12 ans. » Ces témoignages, longtemps étouffés, trouvaient enfin un écho, amplifié par la puissance d'une vérité capturée en images. Un élément inattendu ajouta une intensité dramatique à l'affaire. Parmi les spectateurs de la vidéo, un ancien collègue de Victor, Karim Saïdi, un policier d'origine algérienne récemment mis à l'écart, reconnut une voix dans l'enregistrement. En arrière-plan, on entendait Pierre Morel murmurer à un autre officier « Laissez-le faire, il sait ce qu'il fait ». Cette phrase, à peine audible, était une preuve accablante de la complicité du commandant. Karim, rongé par la culpabilité d'avoir fermé les yeux sur les exactions de Victor par peur des représailles, décida de briser le silence. Il contacta anonymement Juliette Vérane, une journaliste d'investigation réputée pour son courage. « J'ai des dossiers », chuchota-t-il lors d'un appel crypté. Des rapports falsifiés, des plaintes enterrées. Leclerc n'était pas seul. Cette révélation, bien que secrète pour l'instant, promettait de faire tomber non seulement Victor, mais tout un réseau de corruption au sein de la police. Dans les rues, la colère prenait une tournure presque insurrectionnelle. À la Castellane, un groupe de jeunes mit le feu à une poubelle, scandant le nom d'Elodie. Les forces anti-émeutes furent déployées, mais leur présence ne fit qu'attiser les tensions. Une vieille femme tenant une photo de son petit-fils emprisonné à cause de Victor s'avança face au bouclier des CRS. « Vous protégez qui? Les criminels en uniforme ?» cria-t-elle, sa voix brisant le brouhaha. Cette image, capturée par un drone d'un média local, devint virale, symbole d'une communauté qui refusait de se soumettre. Au tribunal, Nour Alami, toujours sous le choc de l'impact de la vidéo, reçut un message de Lassana Diop. « Tiens, j'ai autre chose », écrivait-il. « Une deuxième caméra, un autre angle.
On voit Morel sourire pendant que Leclerc frappe. Nour sentit son cœur s'accélérer. Cette nouvelle preuve pouvait changer la donne, exposant non seulement Victor, mais aussi ses protecteurs. Elle transmit immédiatement l'information à Juliette Vérane, qui travaillait déjà à un article explosif. Dans un café discret du Vieux-Port, les deux femmes se rencontrèrent. Ça va plus loin que Leclerc, murmura Juliette, ses yeux brillants d'une détermination farouche. On parle d'un système qui a laissé des hommes comme lui prospérer pendant des décennies. Pendant ce temps, Victor, cloîtré chez lui, fixait son écran de télévision, où son visage était placardé comme celui d'un criminel. 3 verres de cognac n'avaient pas suffi à calmer sa panique. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages de soutien de certains collègues, mais aussi des menaces anonymes. « Tu vas payer », lisait l'un d'eux. Il tenta de joindre Morel, mais son commandant ne répondait pas. Une sueur froide coulait le long de sa nuque. Pour la première fois, Victor sentait le poids de ses actes, non pas par remords, mais par la peur d'une chute imminente. À l'autre bout de la ville, Élodine Sondé, toujours silencieuse publiquement, préparait sa riposte. Dans son bureau, elle reçut Noor, qui lui montra la nouvelle vidéo. « Ils pensaient en pouvoir nous écraser », dit Élodie, sa voix tremblante de colère contenue. « Mais ils ont réveillé un volcan. » Elle savait que cette vidéo n'était que le début. Avec l'aide de Nour, de Juliette, et bientôt d'Aïcha Ben Ali, une policière victime des intimidations de Victor, elle allait orchestrer une offensive judiciaire qui ne se contenterait pas de punir un homme, mais déracinerait un système pourri jusqu'à la moelle. La colère du peuple, amplifiée par la vidéo, était son arme. Marseille, ville de contraste et de combat, était prête à écrire une nouvelle page de son histoire, portée par une femme dont la dignité transformait la douleur en puissance. Alors que la vidéo de l'agression d'Élodie Sondé par Victor Leclerc enflammait les réseaux sociaux, transformant Marseille en un chaudron de colère, un autre combat se déroulait dans l'ombre, plus insidieux mais tout aussi crucial. Loin des cris des manifestants et des flashs des caméras, le passé de Victor, cet officier de police blanc à l'arrogance raciale débridée, revenait le hanter comme un spectre implacable. Pendant 15 ans, il avait régné sur les quartiers populaires de Marseille comme un seigneur féodal, semant la terreur parmi les communautés noires et arabes. Son nom, murmuré avec crainte dans les ruelles de la Castellane ou de Noailles, était synonyme de brutalité et d'injustice. Ce n'était pas seulement un policier, c'était une figure quasi mythique, un colosse de 1,90 m dont les médailles dorées, fièrement épinglées à son uniforme, masquaient un historique sordide de violence raciale et de corruption. Victor n'était pas un simple exécutant. Il incarnait un système qui fermait les yeux sur ses exactions, un réseau où le commandant Pierre Morel jouait le rôle de protecteur en chef. Ces 3 médailles, obtenues sous des prétextes douteux, racontaient une histoire différente pour ceux qui connaissaient vraiment la vérité. La dernière, décernée pour un prétendu acte de bravoure lors d'une descente à Noailles, était un mensonge éhonté. Victor avait fabriqué des preuves contre un étudiant malien, Amadou Traoré, un jeune de 19 ans rêvant de devenir médecin. Accusé de trafic de drogue sur la base de sachets plantés dans son sac, Amadou croupissait encore en prison, sa vie brisée, tandis que Victor paradait, son insigne scintillant comme un trophée de guerre. Ce n'était qu'un exemple parmi des dizaines. Dans les quartiers nord, une rumeur persistante circulait. Victor gardait un carnet secret, un registre macabre où il notait les noms de ses victimes, leurs origines et les leçons qu'il leur avait infligées, souvent accompagnées d'insultes raciales comme « Retourne en Afrique » ou « T'es pas chez toi ici ». Ce jour-là, alors que Marseille bouillonnait sous l'effet de la vidéo virale, un témoignage inattendu vint ajouter une couche de drame à l'affaire. Aïcha Ben Ali, une policière d'origine marocaine récemment mise au placard, brisa le silence lors d'une réunion clandestine avec Juliette Vérane, la journaliste d'investigation. Aïcha, les mains tremblantes, révéla une cicatrice sur son avant-bras, souvenir d'une altercation avec Victor. « Il m'a coincé dans les vestiaires du commissariat », murmura-t-elle, la voix brisée par la rage. « J'avais signalé un rapport falsifié. Il m'a dit « Une arabe comme toi n'a rien à faire ici. Tais-toi ou je te brise. » Il avait tordu son bras jusqu'à ce que la douleur la fasse plier, un avertissement pour qu'elle ne défie plus son autorité. Ce n'était pas un incident isolé. Aïcha avait entendu Victor se vanter de « remettre les minorités à leur place », riant avec d'autres officiers complices dans les couloirs du commissariat.
Les récits des victimes de Victor, longtemps étouffés, commençaient à émerger comme un torrent. Ala Savine, une mère célibataire, Fatou Dieng, raconta à Juliette comment Victor avait tabassé son fils de 16 ans pour avoir porté un hoodie noir, le traitant de voyou devant tout le quartier. Il a dit que les Noirs comme nous n'apprennent que par la force, sanglota-t-elle. Ces témoignages, relayés par les médias locaux, alimentèrent la fureur populaire. Les réseaux sociaux débordaient de hashtags comme « En Victor le raciste » et « Li Marseille se réveille », chaque post étant un cri de guerre contre un système qui avait permis à un homme comme lui de prospérer. Une vidéo amateur, tournée lors d'une patrouille, refit surface. On y voyait Victor frapper un jeune d'origine comorienne, riant tandis que le garçon implorait pitié. Cette image, partagée des milliers de fois, devint le symbole d'une brutalité raciale institutionnalisée. Au commissariat central, l'atmosphère était irrespirable. Les officiers, divisés, chuchotaient dans les couloirs. Certains défendaient en Victor, le qualifiant de victime d'un malentendu, tandis que d'autres, comme Karim Saïdi, l'ex-collègue qui avait contacté Juliette, sentèrent leur loyauté vaciller. Karim, rongé par la culpabilité, révéla un détail explosif. Victor conservait une boîte métallique dans son bureau, un trophée, contenant des objets volés à ses victimes. Bracelets, portefeuille, même une médaille de baptême arrachée à un adolescent algérien. Il les gardait comme des souvenirs de chasse, confia Karim, écœuré. Cette révélation, transmise à Juliette, promettait de devenir une arme décisive dans la croisade contre Victor. Dans les quartiers, la colère prenait une tournure presque révolutionnaire. À Noailles, un graffiti géant apparut sur un mur. Un poing levé, entouré des mots « Élodie, notre voix ». Les habitants, galvanisés par la vidéo virale, organisèrent des veillées, partageant leurs propres histoires d'abus. Une vieille femme, Amina, brandit une photo de son petit-fils, emprisonné après une descente menée par Victor. « Il m'a dit que mon petit-fils était une menace pour la France », cria-t-elle lors d'une manifestation. « Il n'avait que 14 ans. » Ces récits, amplifiés par les médias, faisaient trembler les fondations du pouvoir policier. Pendant ce temps, Victor, retranché dans sa villa des hauteurs de Marseille, voyait son monde s'effondrer. Les chaînes d'information diffusaient en boucle des témoignages accablants. Son téléphone vibrait de messages contradictoires. Des collègues lui promettèrent leur soutien, mais d'autres, anonymes, l'avertissaient « Ton heure arrive ». Une sueur froide coulait sur son visage tandis qu'il vidait une bouteille de whisky. Il tenta de contacter Pierre Morel, mais son commandant, sentant le vent tourner, restait injoignable. Une rumeur circulait déjà. Morel avait ordonné la destruction de dossiers incriminants, mais un informaticien du commissariat, révolté par les abus, avait sauvegardé des copies sur un serveur secret. Élodie Sondé, dans son bureau, analysait les premiers témoignages collectés par Nour Alami et Juliette. Chaque récit était une lame plantée dans le cœur du système qui avait protégé Victor. Mais un détail inattendu fit monter la tension. Un ancien détenu, libéré après une condamnation injuste, affirma avoir vu Victor détruire des preuves vidéo dans une arrière-salle du commissariat. Il riait en effaçant les enregistrements, déclara-t-il à Juliette, les yeux brillants de colère. Cette information, si elle était confirmée, pouvait lier Victor à un réseau plus vaste de falsifications systématiques. La ville entière semblait retenir son souffle. Les manifestations grossissaient, les pancartes se multipliaient, et la pression sur le commissariat atteignait un point de rupture. Dans un bar du Panier, Nour et Juliette reçurent un message crypté de Lassana Diop. « J'ai trouvé un autre enregistrement. Victor parlait de « nettoyer Marseille des indésirables ». Ce terme, chargé d'une haine raciale crue, fit frissonner Noor. Elle savait que cette preuve, combinée au témoignage, pouvait non seulement détruire Victor, mais aussi exposer les complices qui l'avaient recouvert. Élodie, informée, hocha la tête, son regard d'acier fixé sur un avenir où la justice ne serait plus un privilège, mais un droit. La colère du peuple, canalisée par ces femmes déterminées, était sur le point de faire tomber un empire bâti sur la peur et la haine. Contrairement à l'agitation extérieure, où les manifestations enflammèrent les quartiers populaires, l'atmosphère dans le bureau d'Élodie était d'une intensité froide, presque palpable. Elle n'avait pas crié, n'avait pas exigé l'arrestation immédiate de Victor après l'agression. Ce choix, incompris par beaucoup, était délibéré. Une arrestation aurait été trop simple, murmura-t-elle à Nour Alami, la jeune procureure tunisienne,
venus lui apporter de nouveaux témoignages. Élodie savait que punir Victor seul ne suffirait pas. Il était le symptôme d'un mal plus profond. Un système policier gangrené par le racisme et la complicité, où des hommes comme lui prospéraient sous la protection de supérieurs comme Pierre Morel. Sa colère, contenue mais brûlante, ne visait pas seulement l'homme qui l'avait frappé, mais l'injustice institutionnalisée qui avait permis à des générations de victimes, noires, arabes, marginalisées, d'être réduites au silence. Un élément inattendu vint intensifier le drame. Lors d'une fouille discrète dans les archives du tribunal, Nour découvrit un rapport interne, enterré depuis des années, mentionnant une enquête avortée sur Victor. Ce document, signé par un ancien procureur aujourd'hui à la retraite, révélait que Victor avait été accusé d'avoir battu un adolescent d'origine sénégalaise jusqu'à l'inconscient lors d'une patrouille en 2018. L'affaire avait été étouffée par Pierre Morel, qui avait menacé le procureur de conséquences s'il persistait. Ce rapport, oublié dans un dossier poussiéreux, était une mine d'or. Élodie, en le lisant, sentit une rage sourde monter en elle. Ils pensèrent pouvoir effacer la vérité, dit-elle, ses doigts serrant le papier jusqu'à le froisser. Cette découverte galvanisa son plan. Elle ne se contenterait pas de faire tomber Victor. Elle exposerait chaque rouage du système qui l'avait couvert. Dans l'ombre, Élodie commença à tisser une toile implacable. Elle convoqua Nour et Juliette Véran, la journaliste dont l'enquête prenait une ampleur nationale. Aïcha Ben Ali, la policière marocaine qui avait souffert des intimidations de Victor, les rejoignit, apportant un témoignage crucial. Aïcha révéla qu'elle avait secrètement conservé des copies de rapports falsifiés par Victor, cachés sur une clé USB qu'elle gardait chez sa mère, par peur des représailles. Il m'a dit que si je parlais, il s'assurerait que je ne travaille plus jamais, confia-t-elle, sa voix tremblant de colère et de détermination. Ces documents montraient un schéma clair. Victor ciblait systématiquement les minorités, fabriquant des preuves pour justifier des arrestations dans des quartiers comme La Savine ou Noailles. Chaque rapport était une preuve accablante, un cri de justice pour des victimes ignorées. La tension monta d'un cran lorsque Juliette reçut un appel anonyme d'un technicien du commissariat. « J'ai accès à un serveur caché », chuchota-t-il, sa voix masquée par un brouilleur. Les vidéos des caméras corporelles de Victor, celles qu'il prétendait perdues, sont stockées là-dedans. Ce serveur, protégé par des mots de passe complexes, contenait des enregistrements montrant Victor en train de brutaliser des citoyens, souvent accompagnés de remarques racistes. Une vidéo en particulier était dévastatrice. On y voyait Victor frapper un jeune d'origine comorienne, riant en disant « Ça t'apprendra à rester à ta place ». Juliette, en transmettant cette information à Élodie, sentit l'adrénaline monter. « C'est la clé », dit-elle. « Avec ça, on peut détruire leur mur de silence. » Élodie, Nour, Aïcha et Juliette formèrent une alliance silencieuse, unis par une colère commune face à l'injustice. Leur plan prenait forme. Utiliser les preuves accumulées pour déclencher une enquête fédérale, non seulement contre Victor, mais contre tout le réseau qui l'avait protégé. Élodie, en tant que juge, savait que chaque mouvement devait être calculé. « Ils attendent que je réagisse avec émotion », dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Ils ne savent pas que ma colère est ma force. » Elle ordonna à Nour de préparer un dossier formel, tandis que Juliette travaillait à un article explosif, intitulé « Le bouclier bleu. Qui protège-t-il vraiment ?» qui promettait de révéler les abus systémiques de la police marseillaise. Dans les rues, la fureur populaire ne faiblissait pas. Les manifestations grossissaient, les slogans devenaient plus incisifs. Pas de justice, pas de paix. À la Castellane, un hôtel improvisé fut érigé avec une photo d'Élodie, entourée de bougies et de messages de soutien. Une adolescente, dont le frère avait été arrêté par Victor, écrivit sur une pancarte « Élodie, tu es notre voix ». Cette vague de solidarité renforça la détermination d'Élodie. Elle savait que son silence, loin d'être une capitulation, était un acte de défi. Chaque heure passée à planifier était un pas vers la destruction d'un empire bâti sur la peur et le racisme. Un dernier rebondissement vint sceller la tension. Un ancien collègue de Victor, poussé par la culpabilité, envoya à Juliette une photo compromettante. Victor et Pierre Morel, riant ensemble lors d'une cérémonie de remise de médailles, avec en arrière-plan un tableau listant les quotas d'arrestation dans les quartiers minoritaires. Ce document, officieux mais accablant, prouvait que les abus de Victor étaient non seulement tolérés,
mais encouragée par ses supérieurs. Élodie, en voyant la photo, sentit une colère froide l'envahir. Ils ont transformé la justice en un jeu de pouvoir, murmura-t-elle. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle. C'était une guerre contre un système qui avait trahi ceux qu'ils juraient de protéger. Élodie, Noor, Aïcha et Juliette savèrent que leur prochaine action allait changer Marseille à jamais, transformant une gifle en un séisme judiciaire. Élodie, assise à son bureau, parcourait les documents amassés par Noor, la jeune procureure d'origine tunisienne. Chaque page était une preuve accablante. 52 plaintes contre Victor, toutes émanant de victimes noires ou arabes, toutes systématiquement ignorées par le commissariat de Marseille. Ils ont construit un mur pour protéger leurs crimes, murmura Élodie, ses doigts serrant un rapport où une mère racontait comment Victor avait humilié son fils devant leur immeuble, le traitant de sale arabe avant de l'arrêter sans motif. Mais un nouvel élément fit monter la tension d'un cran. Noor, les yeux brillants de rage, révéla qu'elle avait reçu une clé USB anonyme, livrée dans une enveloppe sans adresse. À l'intérieur, des enregistrements audio piratés, captés lors de réunions internes au commissariat. On y entendait Victor plaisanter avec Pierre Morel sur la nécessité de nettoyer les quartiers et de montrer aux minorités qui commandent. Ces mots, crus et chargés de haine raciale, firent frissonner l'Assemblée. Aïcha Ben Ali, la policière marocaine qui portait encore la cicatrice des intimidations de Victor, apporta une contribution décisive. Elle tendit à Élodie un dossier numérique qu'elle avait secrètement compilé pendant 3 ans. « J'ai suivi chaque plainte contre lui », expliqua-t-elle, la voix tremblante de colère contenue. Chaque fois qu'une victime osait parler, Morel ou un autre supérieur faisait disparaître le dossier. Mais j'ai tout gardé. Ce dossier contenait des témoignages détaillés, des dates précises et même des photos de blessures infligées par Victor lors de ses patrouilles. Une image, en particulier, glaça le sang. Un adolescent d'origine sénégalaise, le visage tuméfié, regardant l'objectif avec des yeux pleins de terreur. « C'est mon cousin », ajouta Aïcha, les larmes aux yeux. Victor l'a tabassé pour un simple contrôle d'identité. Personne n'a écouté notre plainte. Juliette Véran, la journaliste, prit la parole, son carnet rempli de notes griffonnées à la hâte. « J'ai croisé ces témoignages avec des sources internes, dit-elle, son ton vibrant d'indignation. Un ancien officier qui a quitté la police après avoir été menacé par Morel m'a donné accès à un registre officieux. Il montre que Victor ciblait les mêmes quartiers, toujours les mêmes communautés. Ce registre, surnommé le carnet noir par les officiers, listait les arrestations arbitraires orchestrées par Victor, souvent accompagnées de remarques racistes. Juliette révéla aussi un détail explosif. Une source anonyme lui avait promis des enregistrements vidéo supplémentaires, stockés sur un serveur secret que le commissariat croyait inviolable. La réunion prit une tournure dramatique lorsque Nour reçut un message urgent de Lassana Diop, l'employé du tribunal. « J'ai trouvé un autre fichier », écrivit-il. Une vidéo où Victor admet avoir planté des preuves pour obtenir sa dernière médaille. Cette confession, enregistrée à son insu lors d'une conversation avec un collègue, était une bombe. Élodie, en entendant l'extrait, sentit une rage sourde l'envahir. « Il se croyait intouchable », murmura-t-elle, ses mains crispées sur le bord de son bureau. Cette coalition, une juge, une procureure, une policière et une journaliste, devenait une force inarrêtable, unie par la conviction que la justice ne pouvait plus attendre. L'indignation dans la pièce était palpable, un feu qui menaçait de tout consumer. Élodie, regardant ses alliés, déclara « Ce n'est pas seulement Victor que nous affrontons. C'est un système qui a laissé des hommes comme lui prospérer en piétinant nos communautés. » Leur plan prenait forme. Utiliser ces preuves pour déclencher une enquête fédérale d'envergure, capable de faire tomber non seulement Victor, mais aussi Morel et leurs complices. À l'extérieur, les manifestations continuaient, les voix des habitants de la Castellane et de Noailles résonnant comme un chœur de révolte. Élodie savait que leur colère, combinée à ces preuves, allait transformer Marseille. Cette alliance, forgée dans la douleur et la détermination, était prête à faire s'effondrer un empire bâti sur le racisme et l'impunité. Alors que l'alliance formée par Élodie Nsondé, Noor Alami, Aïcha Ben Ali et Juliette Véran consolidait ses preuves contre Victor Leclerc, la ville de Marseille se préparait à un séisme sans précédent. Le bureau d'Élodie, où les murmures indignés des 4 femmes résonnaient, était devenu le cœur d'une croisade pour la justice. Mais ce 7 juin 2025, à l'aube,
l'affaire prit une tournure dramatique. Des agents fédéraux, armés d'ordres de perquisition signés par Élodie elle-même, lancèrent une opération simultanée contre le commissariat central et la villa luxueuse de Victor, perchée dans les hauteurs de Marseille. L'objectif était clair, saisir les preuves qui feraient tomber non seulement Victor, mais aussi le réseau corrompu qui l'avait protégé. Dans la maison de l'officier, les agents découvrirent une boîte forte scellée, un véritable caveau de ses crimes. À l'intérieur, des objets volés aux victimes, montres, portefeuilles, une chaîne en or arrachée à un adolescent maghrébin, côtoyèrent des rapports falsifiés et des clés USB contenant des vidéos effacées de ses caméras corporelles. Chaque pièce était une preuve accablante, un cri silencieux des opprimés. La tension monta d'un cran lorsque Victor, alerté par le bruit des sirènes, tenta de s'échapper par une porte dérobée de sa villa. Dans un élan désespéré, il trébucha sur une valise contenant des dossiers compromettants qu'il avait prévu de détruire. « Vous ne m'aurez pas !» hurla-t-il, son visage déformé par la panique, alors que les agents le plaquaient au sol. Cette fuite ratée, captée par un drone de presse survolant la scène, devint virale, transformant l'image du policier arrogant en celle d'un criminel acculé. Au commissariat, les fédéraux saisirent les ordinateurs de Pierre Morel, révélant des courriels où il ordonnait de nettoyer les plaintes contre Victor. Un message, daté de la veille, montrait Morel paniqué. « Détruisez tout, ils approchent. » Cette découverte fit bouillir la colère d'Élodie. « Ils pensaient de pouvoir effacer leurs péchés, » murmura-t-elle, ses poings serrés, en examinant les preuves. L'après-midi, une audience extraordinaire fut convoquée au tribunal fédéral. La salle, bondée de citoyens, de victimes et de journalistes, vibrait d'une indignation contenue. Victor, menotté, semblait diminuer, son uniforme remplacé par un costume froissé, son arrogance envolée. Morel, assis à l'écart, transpirait, ses yeux fuyants trahissant sa peur. Élodie entra, son visage marqué d'un hématome jaunissant, symbole vivant de l'injustice qu'elle combattait. « Cette audience n'est pas ordinaire, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un couperet. « Nous jugeons non seulement un homme, mais un système qui a trahi ceux qu'il devait protéger. » Elle énuméra 52 chefs d'accusation contre Victor. Abus de pouvoir, falsification de preuves, violence raciste. Un témoin surprise, un ancien informaticien du commissariat, révéla avoir sauvegardé des vidéos effacées montrant Victor proférant des insultes racistes tout en frappant des citoyens. La salle s'embrasa de murmures outrés. Un nouveau Marseille émerge des cendres de l'injustice. 6 mois plus tard, Marseille n'était plus la même. La chute de Victor Leclerc, surnommé Leclerc contre Nsondé, devint un tournant national. Élodie reçut le prix national de l'intégrité judiciaire, non pour avoir été victime, mais pour avoir transformé sa douleur en une révolution. « J'aurais pu le faire arrêter sur le champ », dit-elle dans son discours, sa voix vibrante d'émotion. « Mais la justice pour une seule personne n'aurait pas suffi. Nous voulions la justice pour tous. » Aïcha Ben Ali, promue capitaine, devint la première femme d'origine marocaine à diriger le commissariat de Marseille. Sa première mesure fut d'instaurer une commission civile indépendante, donnant une voix aux communautés marginalisées. « Ma cicatrice, dit-elle en montrant son avant-bras, me rappelle non plus la peur, mais le courage de défier l'oppression. » Dans les quartiers comme la Castellane, l'espoir remplaçait la crainte. Une nouvelle antenne de police communautaire fut inaugurée, ornée d'une plaque commémorant la gifle qui avait changé Marseille. Victor, condamné à 25 ans de prison sans libération anticipée, regardait depuis sa cellule les reportages sur la transformation de la ville. Chaque jour était un miroir de ses crimes, une punition silencieuse pour avoir méprisé tant de vies. Morel, condamné à une peine moindre pour coopération, fut transféré après des menaces de collègues corrompus. Les enquêtes déclenchées par Élodie libérèrent 41 innocents, victimes des preuves truquées de Victor. Nouhor, promu procureur principal, supervisa chaque révision de dossier, tandis que Juliette remporta un prix pour son enquête, qui s'étendit à d'autres villes françaises.